Vous avez forcément entendu parler de Libra, la crypto-monnaie que Facebook veut lancer au premier semestre 2020. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais notre invité de ce matin, lui, y voit de grands dangers et il va nous expliquer pourquoi. Bonjour Richard Strull. Enchanté. Bonjour. Vous êtes le président de Resoneo. Alors avant d'en venir à Libra précisément, rappelez-nous en quelques mots le cœur de métier de Resoneo. Alors Resoneo, c'est un cabinet de conseil dans le digital et une agence avec une forte spécialisation sur les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Notre cœur d'expertise, c'est ça. Alors, vous vouliez évoquer aujourd'hui un fait d'actualité qui vous inquiète un petit peu. C'est d'abord à propos d'une loi qui souhaite réguler la publication des commentaires sur Internet. Alors, c'est pas tellement la loi qui m'inquiète, mais pour faire référence, par exemple, à l'allocution de Laure Delaraudière sur une radio hier, c'est le fait qu'on va transférer à des entreprises privées le pouvoir d'arbitrer sur ce qui est un propos gênant, pas gênant. Alors, après, je comprends la nécessité de faire vite, mais en Allemagne, par exemple, ils sont complètement saturés de demandes qui, en fait, ralentissent le système parce qu'il y a trop de problématiques de ce type-là. Ma réaction, elle était plutôt par rapport à ça, parce que le fait d'empêcher les propos racistes et les propos violents, ça me paraît une très bonne chose. Il faut rappeler que cette loi donc va obliger les plateformes, les entreprises à retirer les commentaires et racistes, homophobes très rapidement. Voilà, sous 24 heures. Vous donc vous dites que c'est pas vraiment c'est à l'État de le faire et pas aux sociétés privées. Ça m'a ramené à la discussion sur le droit à l'oubli il y a 5 ans, ou avant qu'il y ait un arrêt sur un problème en Espagne. La question qui se posait, c'est le droit à l'oubli. Est-ce qu'on confère à Google le droit, avec un formulaire, de décider si on peut ou pas désindexer, par exemple, un jugement d'une cour de justice quelconque. Donc, on transfère à des entités privées qui ont leurs intérêts propres des choses qui étaient quand même jusque-là des prérogatives régaliennes. Alors, je ne sais pas s'il faut les appeler comme ça, je ne suis pas très bon sur la politique, mais en tout cas, qui étaient liées au domaine public, à la sphère publique. On les transfère sur des intérêts privés. Est-ce que c'est une bonne chose? J'en suis pas forcément certain, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes façons de raisonner que nous. Zuckerberg, il n'avait pas vu arriver Cambridge Analytica, c'était pas sa faute, c'était tombé du camion, enfin voilà. Donc je suis très prudent sur ces choses-là. Alors justement, pour en venir à Facebook, on le disait, Libra, c'est la nouvelle crypto-monnaie. Bien sûr, ils ont vu que Bitcoin cartonnait, encore un nouveau record aujourd'hui. Donc ils se sont dit, tiens, on va lancer notre propre crypto, Libra, mais vous, ça vous inquiète beaucoup? Je pense qu'il y a un vrai risque pour les économies si c'est pas régulé. C'est pas Libra en soi, c'est la régulation de tout ça. Alors j'ai fait un post il y a 15 jours sur lequel il y a eu beaucoup de réactions, et en particulier de quelqu'un qui est malgache et qui me disait mais c'est génial, on va avoir une espèce de monnaie internationale, il y a 1 milliard de gens qui vont se précipiter là-dessus. Moi, ça me génère plusieurs réactions. J'ai vu les réactions de Gilles Babinet dans la presse, et il y a des choses sur lesquelles j'ai tendance à penser de la même façon. C'est un vieux de la vieille, hein, Gilles Babinet. C'est que si on fait un calcul à la louche, il y a 4 milliards de connectés dans le monde, sur 7,2 milliards d'êtres humains ou un truc comme ça. Il y a déjà 1,3 milliard de Chinois qui n'utiliseront pas Facebook. Ils ont rejeté à la mer tout ce qui était occidental, ça a été vite fait. Mais donc eux, ils sont sur WeChat et WeChat Pay, Alipay, etc. Ils payent tout dans ces systèmes clos-là. Finalement, ce que veut faire Facebook, c'est la même chose que ce qu'ont fait les Chinois chez eux sur le milieu intérieur. Donc, en gros, il y a à peu près 2,5 milliards de connectés à Facebook. Et si on enlève les Chinois, on a la quasi-totalité de la planète connectée qui, du jour au lendemain, va accéder à un moyen de paiement. Et ça, c'est pas gênant, parce que des moyens de paiement, des Lydia, il y en a plein déjà, mais ils veulent en faire une monnaie souveraine. Et les problèmes que ça pose, déjà, enfin, je pense que Greenspan, Keynes, tout ça, ils doivent faire la toupie dans leur tombe là, parce que quand on sait comment, quand le dollar éternue, ça décale l'économie, quand le yuan éternue, ça décale l'économie, là, on va filer une monnaie à 2,5 milliards de personnes potentiellement, avec très peu de régulation dessus et avec tous les risques qui sont associés à ça. Donc, s'il y a un problème sur la monnaie en question, le décalage que ça peut provoquer sur l'économie est déjà important. Quel problème il pourrait y avoir, par exemple? J'ai vu passer des trucs assez marrant dans la presse sur le fait que si quelqu'un achète un bitcoin à 10 000 $ et que ça tombe à 5 000, il a perdu la moitié de son pouvoir d'achat, mais que s'il achète 1000 libras, il aura toujours 1000 libras, parce que le truc sera régulé avec des monnaies stables. Ce qu'on voit depuis le début des systèmes monétaires, c'est que d'abord, celui qui a le plus de poids dans le système monétaire, il a le plus de poids politique dans les décisions. Donc on va
se retrouver avec un décalage de centre de pouvoir, et pour moi c'est même à la limite un risque vis-à-vis de la démocratie, parce que ils ont pris comme patron l'ex-président, ou je crois président de PayPal, qui avait déjà le projet de faire un outil de paiement qui contournerait, qui serait transnational. Là, ça va être transnational, mais l'idée, c'est que ce soit une monnaie transnationale. Et une monnaie, ça correspond à l'équilibre économique des endroits où ça se situe. Quand on voit déjà comment on a du mal à faire fonctionner une Europe qui a 28 pays qui n'ont pas les mêmes pouvoirs d'achat, pas les mêmes monnaies, et les conséquences que ça peut avoir sur une Grèce, par exemple, se retrouver avec un panier encore plus large, même s'il est soi-disant baqué sur des monnaies fortes. Mais regardez ce qui se passe quand vous allez au Cambodge. Les gens, ils payent tout en dollars, mais en cash. On a, à mon avis, un risque potentiel d'avoir un vrai décalage entre l'économie des pays et puis la monnaie qui circulerait dedans si Libra était diffusée. Et puis l'autre problème que moi je vois, je n'ai pas de réponse, mais je me pose quand même une vraie question. Il y a 4 milliards de connectés, il y a 7,2 milliards d'êtres humains, avec quoi payent les autres? Voilà. Quand on parle de fracture numérique en France, parce qu'il y a 18% des gens qui n'ont pas pu remplir leur feuille d'impôt, faute de savoir ou de pouvoir utiliser Internet et un PC dans de bonnes conditions, je crois que c'est 18% si j'ai vu passer les... Qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir 3 milliards de personnes qui, elles, n'ont pas accès à cette capacité numérique de paiement? Si effectivement la monnaie majoritaire stable devient une monnaie numérique, ceux qui n'ont pas le numérique, ils font comment? Ouais. Bon, néanmoins, pour me faire un peu l'avocat du diable, on critiquait beaucoup le Bitcoin quand il est arrivé, et de fait, ça marche plutôt pas trop mal, c'est très volatile, c'est clair, il y a beaucoup de risques, c'est clair, mais on est dans un plus haut, on est à 10 000 euros à peu près là, l'action, ça fonctionne plus ou moins, et les investisseurs ont confiance en cette crypto. Alors pourquoi le Libra non? Et parce que ça concerne quelques dizaines de milliers de personnes, et là on va parler de 2,5 milliards de personnes potentiellement. Alors il y a des choses positives, hein. Le fait de court-circuiter les Western Union et autres qui prennent 7% de commission quand des gens renvoient de l'argent au pays, ça je pense que c'est plutôt une bonne chose. Le fait d'être un peu poil à gratter face à l'industrie bancaire qui elle se désintéresse un peu de ses clients courants au profit de son hors bilan, ça c'est plutôt une bonne chose. Je notais la dernière fois qu'il y avait 11 millions de personnes aux États-Unis, qui est pourtant une économie théoriquement nantie, qui ont fait sécession avec le système bancaire parce que les banques digitales commencent à leur facturer des frais de gestion alors que ce sont des gens qui sont paupérisés et que logiquement ils ont juste droit au minimum du service bancaire. Je crois qu'il y a plus d'1 milliard, enfin 1, quelque chose milliard de gens qui n'ont pas accès aux services bancaires. Donc effectivement, vis-à-vis de ça, ça va pousser peut-être à faire bouger des choses. Mais moi, je ne suis pas anti-Libra, je pense qu'il faut que ce soit régulé, et que ce soit régulé pour que ça ne devienne pas un centre de pouvoir autonome décalé ailleurs. Ouais, vous parlez de la sécurité aussi. C'est un autre problème. Le Bitcoin avait été piraté il y a quelques temps. Vous dites qu'il y a aussi, là, sur le Libra, des problèmes potentiels de sécurité. Alors c'est marrant, quand j'ai écrit mon post la dernière fois, il y a quelqu'un qui a réagi en disant le Bitcoin n'a jamais été piraté. On a tous vu passer... Post, on peut le retrouver sur LinkedIn, hein, voilà, pour ceux qui veulent le voir. On a tous vu passer des trucs où on disait que le LinkedIn avait été attaqué, que le Bitcoin avait été attaqué, et ça avait décalé le cours de façon assez considérable d'un seul coup. Donc la sécurité aujourd'hui, elle est censée être assurée parce que c'est de la blockchain. D'abord, on sait tous que avec tous les services secrets du monde ont peur de l'ordinateur quantique parce que ça foutrait par terre tout le système de cryptographie et le système bancaire et même le e-commerce, enfin tout. Donc tout ça n'est pas assuré définitivement, ça c'est un premier point. Et puis il suffit d'une information qui donne l'impression que c'est piraté pour décaler le marché. Sauf que quand ça concerne quelques dizaines de milliers de personnes, c'est pas très grave. Si c'est un truc qui concerne le tiers de la planète et que l'essentiel de l'économie à partir d'un certain moment passe par là, ça va poser vite un problème parce que c'est la totalité d'une monnaie qui est menacée et elle ne concernera pas qu'un seul pays. Ouais, mais ce que vous dites également, c'est que ça met en danger la démocratie à ce point-là, quoi. Est-ce qu'on va pas un peu trop loin du coup? La réflexion que je me fais, elle est peut-être idiote, mais si on transfère à Google le droit d'oublier, si on transfère aux plateformes numériques le droit de décider si un propos est homophobe ou pas, et si on transfère alors c'est quand même Facebook derrière, le droit de battre monnaie, moi je me souviens de ce qu'on m'a appris au moment de la construction des grands empires romains, etc. Le fait de battre monnaie, l'intérêt pour le dirigeant de l'empire en question, c'était que quand il prenait un pays
et qui récupérait des soldats, il faisait sa conscription, il fallait les payer avec un truc qui était utilisable dans le pays d'après où il allait casser la gueule du pays d'après. Voilà. Et puis il fallait que les gens puissent renvoyer aussi l'argent. Enfin voilà. Donc là, on va se retrouver dans une situation similaire. Battre monnaie, c'est quand même quelque chose qui était lié à des intérêts publics. Théoriquement, bon, quand on voit le compte retrouvé de Raymond Barre ou le procès Balkany, on peut se poser des questions légitimement, mais globalement, c'est censé être lié à des intérêts publics. Là, on transfère ça clairement chez des gens qui ont des intérêts privés. Je sais que la Californie, par exemple, avait demandé son autonomie des États-Unis parce que leur PIB leur permettait, et que on voit clairement qu'il y a des enjeux financiers qui deviennent tellement importants et tellement transnationaux que le pouvoir des régulations est de plus en plus léger. On peut toujours coller des amendes à Facebook et Google, ils font appel, ça prend 188 ans, ils les paieront plus tard. Donc, mais il n'y a pas que, les grands, on va dire. Voilà. Donc ça, il y a clairement un transfert de pouvoir, et si on en réfère à l'histoire, au début du XXe siècle, c'est cette espèce de mise en coupe réglée par l'économie, par les trusts de l'économie des États-Unis, et qui a été laissé faire par l'administration américaine, qui a fabriqué la crise de 29 et qui a fabriqué la Première Guerre mondiale. Donc moi, globalement, ça m'inquiète. Eh bien, merci beaucoup Richard Strul. Je rappelle que vous êtes président de Réseau Néo.